La motivation, ce mot qu'on associe à toutes les formes de réussite. On admire souvent les gens qui semblent capables d'aller au bout de leur projet, de persévérer, de réussir ce qu'ils entreprennent. Et on se demande tous un jour, mais où trouvent-ils cette motivation? Comment font-ils pour continuer alors que d'autres abandonnent? Parce que dans le fond, toute notre vie est une succession de comportements. On marche, on parle, on travaille, on mange, on fuit un danger, on prend des décisions constamment. Et la question à $1 million, c'est qu'est-ce qui motive en nous ces comportements? Selon les neuroscientifiques, la motivation n'est pas simplement une question de mentalité ou de volonté magique. Ce serait plutôt une force interne qui pousse l'organisme à agir. Et là où ça devient fascinant, c'est que certains neuroscientifiques comparent même cette motivation à une force ionique dans les neurones. D'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre cette comparaison et voir à quel point elle est brillante, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le neurone et le potentiel d'action disponible dans mon espace. Mais pour revenir à la motivation, les neuroscientifiques comparent cette force qui nous pousse à agir à un ion de sodium attiré à travers une membrane. Un peu comme nous quand on se sent attiré vers un comportement, une action, une envie, sauf qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. Avoir une motivation ne suffit pas. Dans le neurone, même si la force qui pousse l'ion à travers la membrane du neurone est présente, les ions ne passent pas si les canaux ioniques ne s'ouvrent pas. Et dans le cerveau, c'est un peu pareil. On peut avoir plusieurs envies, plusieurs impulsions, plusieurs motivations en même temps, mais le cerveau doit choisir, travailler ou sortir, dormir ou continuer sa série sur Netflix, manger une salade ou ouvrir le pot de crème glacée à 11h du soir. Et ce choix, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas juste une question de caractère. Il implique notamment des régions frontales du cerveau, celles qui participent à la planification, au contrôle de soi et à la prise de décision, mais aussi des structures beaucoup plus profondes et beaucoup plus primitives qui influencent constamment nos comportements. Et parmi ces structures, il y a une qui joue un rôle absolument central dans notre cerveau, l'hypothalamus. Et son rôle principal, c'est justement de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Et l'homéostasie, c'est la capacité du corps à garder un équilibre interne stable malgré tous les changements qui se produisent autour de nous et à l'intérieur de nous. En gros, notre organisme essaye constamment de maintenir certains paramètres dans des limites très précises pour nous garder en vie. La température corporelle, le niveau de l'eau, le glucose, l'oxygène, les réserves énergétiques, les hormones, tout ça doit rester relativement stable pour que les cellules puissent fonctionner correctement. Et surtout pour que le cerveau survive. Et c'est précisément là que l'hypothalamus devient primordial. Parce que cette petite structure cachée au centre du cerveau agit un peu comme un véritable centre de commande biologique. Un peu comme un laboratoire embarqué, ultra sophistiqué, chargé de surveiller en permanence cet équilibre interne. Il analyse continuellement ce qui se passe dans l'organisme. Il reçoit des informations provenant du sang, des hormones, du système digestif, du tissu adipeux, du système nerveux autonome, puis il compare toutes ces données aux valeurs idéales nécessaires à notre survie. Et dès qu'il détecte un déséquilibre, il déclenche automatiquement toute une série de réponses physiologiques et comportementales destinées à nous ramener vers l'équilibre. Autrement dit, quand notre organisme manque d'eau, d'énergie ou de chaleur, le cerveau ne reste pas passif. Il modifie notre physiologie, nos hormones, notre métabolisme, mais aussi nos comportements. Il peut nous pousser à boire, à manger,
à nous reposer, chercher de la chaleur ou économiser de l'énergie. Donc, derrière beaucoup de comportements qu'on croit parfois psychologiques ou liés uniquement à la volonté, il existe en réalité tout un système biologique de survie qui travaille en permanence dans l'ombre. Et honnêtement, quand on comprend ça, on commence à regarder complètement différemment les fringales, les compulsions alimentaires et même certaines difficultés à perdre du poids, parce que derrière ces comportements se cache souvent un cerveau qui tente avant tout de protéger l'organisme et de maintenir la survie. Donc notre cerveau est conçu non pas pour nous empêcher de maigrir, mais surtout pour nous empêcher de mourir. Je vous explique. On comprend parfaitement qu'on ne peut pas arrêter de respirer longtemps sans conséquences graves, parce que notre organisme a absolument besoin d'oxygène pour survivre. Eh bien, pour le cerveau, le glucose est presque aussi vital. Il a constamment besoin d'énergie pour fonctionner normalement. Et c'est justement pour ça qu'il est extrêmement dépendant du glucose. En réalité, il consomme énormément d'énergie et il tolère très mal les privations. Une chute sévère du glucose pendant seulement quelques minutes peut déjà provoquer une perte de conscience, des lésions cérébrales importantes et même, dans les cas extrêmes, la mort. Donc forcément, au cours de l'évolution, le corps a développé des mécanismes extrêmement sophistiqués pour éviter les pénuries énergétiques. Il doit constamment stocker de l'énergie quand elle est disponible, l'économiser quand les ressources diminuent et être capable de la récupérer rapidement quand le cerveau en a besoin. Et c'est exactement là qu'intervient le tissu adipeux, qu'on réduit souvent, à tort d'ailleurs, à de la simple graisse, alors qu'il s'agit en réalité d'une véritable réserve stratégique de survie et même d'un véritable organe, en plus endocrinien. Autrement dit, un organe capable de libérer et de produire des hormones dans le sang pour communiquer avec le reste du corps, y compris directement vers le cerveau. Le tissu adipeux envoie donc en permanence des informations sur l'état des réserves énergétiques de l'organisme. Par exemple, il sécrète une hormone extrêmement importante appelée leptine qui informe l'hypothalamus sur la quantité d'énergie stockée dans le corps. En quelque sorte, notre graisse parle constamment à notre cerveau pour lui dire « nous avons suffisamment de réserves » ou au contraire, attention, les réserves diminuent. Dans les prochaines vidéos, nous allons comprendre pourquoi certaines envies deviennent presque irrésistibles, comment la dopamine influence nos comportements, pourquoi le sucre exerce un pouvoir aussi puissant sur le cerveau et comment le stress peut perturber complètement les mécanismes. Et surtout, vous allez découvrir que comprendre son cerveau est souvent la première étape pour reprendre le contrôle. Alors, restez avec moi et à tout de suite dans les prochaines vidéos.